OK. Donc pour cette 30e session, on reçoit Germain pour ce thème, sur les enjeux et les défis de la cybersécurité, des paiements en ligne, à la fois pour les entreprises et les consommateurs. Donc on a eu plusieurs thèmes, autour de la cybersécurité avant le mois de la cybersécurité et on espère pouvoir, terminer, dans de bonnes conditions, samedi prochain, donc samedi 28 avec une experte. Donc très, très, très heureux de te recevoir, Germain, pour cette session. Donc bienvenue encore à tous. Donc dans ce moment d'échange, précisément à la 30e session, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va porter sur les enjeux de la cybersécurité, des paiements en ligne. Donc alors que les transactions électroniques continuent de prospérer, il est impératif de comprendre effectivement les défis qui pèsent sur les entreprises et les consommateurs. Donc cette session de 30 minutes, comme j'ai dit tout à l'heure, donc permettra d'explorer avec Germain, avec notre expert Germain Safari, les menaces actuelles, les solutions innovantes et les meilleures pratiques pour garantir les paiements en ligne. Donc tout en préservant effectivement la confiance des parties prenantes. Et on verra aussi également, peut-être brièvement, le rôle des parties prenantes, mais de manière concrète la semaine prochaine, donc samedi 28. Donc très très heureux de te recevoir encore à nouveau. Comme je l'ai dit, donc cette session va s'articuler autour de trois principaux axes. Donc on verra ensemble les fondements de la cybersécurité liés au paiement en ligne. On verra les enjeux et défis pour les entreprises et on verra les enjeux et défis pour les consommateurs. Et si on a un peu de temps, on verra les tendances et l'innovation en matière de cybersécurité des paiements en ligne. Donc, je vais laisser la parole rapidement à Germain pour se présenter. Donc, il va se présenter brièvement et on va tout de suite commencer. Ok, bonjour tout le monde. Euh, Comme Amadou vient de dire, mon nom c'est Germain Safari. L'autre c'est Saha. Et j'ai 10 ans, plus de 10 ans d'expérience dans le monde disons, des paiements, spécialement parce que j'ai commencé ma carrière dans le monde des paiements, surtout dans la partie infra. Et par après, j'ai évolué à d'autres domaines aussi, sécurité, cybersécurité. Et par là, là où j'étais, mon ancienne entreprise, alors c'était une entreprise, c'était un PSP, qu'on était connecté plus de 15 banques et d'autres fournisseurs de services. On s'assurait tout ce qu'on appelle euh, les transactions qui touchent des cartes, que ce soit en ligne, que ce soit des cartes on present, bien cartes not present. Et par là, j'ai évolué dans ce domaine-là. J'ai aussi, par là, j'ai implémenté pas mal de standards là où j'étais, que ce soit PCI DSS, purement côté technique, et aussi PCI PIN, touche les PIN côté cartes, et aussi PCI card production, production des cartes. Voilà un peu mon parcours dans ce domaine de paiement en cybersécurité. D'accord. Bah, écoute, je sais que j'ai travaillé avec Germain. Je sais que tu es modeste. T'as qu'expliqué une partie du parcours, mais on va tout de suite commencer. Déjà, qu'est-ce que la cybersécurité des paiements en ligne? Déjà, la cybersécurité, je pense qu'on le connaît tous. Ou sinon, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, peut-être rappeler ce que c'est la cybersécurité. C'est quoi la particularité de la cybersécurité des paiements en ligne? En fait, dans le monde numérique aujourd'hui, le traitement des paiements en ligne est devenu un élément essentiel de la continuité des entreprises. Avec la montée en puissance de l'e-commerce et des transactions numériques, il est très important de comprendre l'importance de la sécurité dans le traitement des paiements en ligne. En effet, par les canaux, surtout dans le canal que nous partageons nos données personnelles et sensibles, et ce qui implique la sécurité de ces données-là. Voilà un peu, en fait, ce sont des données personnelles que nous partageons avec des fournisseurs de services. Si on part en ligne à acheter quelque chose, que ce soit sur Amazon, eBay, d'autres, ce sont nos données personnelles et sensibles que nous partageons. Et on doit s'assurer que nos données qu'on partage, c'est bien sécurisé dans dans l'environnement là où on partage. Allô? Oui, Je oui, pense que Amadou. je sais pas si c'est moi que vous avez perdu, mais je t'ai perdu peut-être 10 secondes, je crois. Ok, c'est toi qu'on t'a perdu.
Ah, d'accord, ok. Ouais, ok. Mais je Ok, disais, c'est en bref, ce que je disais en bref, ce sont nos données personnelles et sensibles et que nous partageons et ces données doivent être sécurisées. En fait, voilà les enjeux de la cybersécurité en paiement en ligne. d'accord. Ouais. Pourquoi elle est particulière? Pourquoi la cybersécurité des paiements en ligne? Effectivement, tu as évoqué la Mm. problématique des données personnelles, mais pourquoi est-ce qu'elle est importante, autant importante pour les entreprises, au-delà de l'aspect financier, sinon au-delà de l'oseille qu'il y a autour, mais pourquoi la cybersécurité des paiements en ligne est importante pour les entreprises et les consommateurs? Ouais, disons, on prend l'exemple pour les entreprises, on sait très bien de tous qu'au courant de ces 3 dernières années, pendant la période de Covid, le monde des paiements a changé d'une manière radicale et ces changements ont fourni aux cybercriminels de grandes opportunités au moment où les entreprises étaient plus vulnérables en essayant de s'adapter aux nouvelles réalités. Parce qu'à cette époque-là, l'e-commerce, le paiement en ligne, c'était pas vraiment très connu, très populaire. Et période de Covid, cela a changé. Et cette réalité est que les entreprises doivent assurer et garantir que les données personnelles et sensibles reçues dans leur infra et sont bien sécurisées, surtout lors de la transmission, lors de la traitement et aussi dans le stockage, parce que ces données vont être stockées, traitées ou transmises dans leur environnement. Et l'entreprise doit s'assurer que ces données de ses clients sont bien sécurisées. Et côté consommateur, il faut savoir que tous les sites qu'on visite des e-commerce ne sont pas authentiques. Il faut être plus vigilant côté consommateur. Au site que nous visitons, au site que là on va mettre nos données sensibles, il faut être plus vigilant. D'accord. Donc, on verra tout à l'heure les bonnes pratiques pour les consommateurs. Mais pour peut-être revenir aux entreprises, et ça rejoint peut-être l'axe 2 de nos échanges, c'est quels sont aujourd'hui les principaux risques associés au système de paiement en ligne pour les entreprises? Les risques, c'est le premier. Pour les entreprises, faut comprendre lorsque les données des titulaires des cartes de leurs clients font objet d'une violation ou d'une fraude, les conséquences peuvent se montrer rapidement. Et premièrement, vos clients vont perdre leur confiance en votre capacité de protéger leurs données personnelles, parce que c'est ça, une entreprise, quand il n'y a pas de vos clients vont perdre, il n'y a plus de confiance et tu vas perdre des clients, clientèle. Et ceci peut aussi engendrer des pénalités financières et aussi des dommages qui peuvent découler dans des procès. Par exemple, dans le cas, il y a, si par exemple de côté Visa ou Mastercard, il y a des pénalités aussi qui peuvent être impliquées. Et aussi, l'entreprise peut risque de perdre sa capacité à accepter aussi des paiements en ligne, en fait, à cause de ça. C'est parce que si derrière ça, si ça vous êtes un fournisseur de services, ce qu'on appelle le Payment Gateway, derrière ça, il y a Visa, il y a Mastercard qui, eux, ils sont derrière toi et ils vont leur aussi protéger leur réputation. Ils ont le droit de bloquer, ou bien de bloquer que votre site n'est plus accepté de paiement, que ce soit des cartes de Visa, que ce soit des cartes de Mastercard. D'accord. Donc, ce sont les principaux, effectivement, risques qu'on peut C'est avoir. côté entreprise, vraiment. C'est surtout la D'accord. réputation, oui. D'accord. D'accord. OK. Tout à l'heure, tu as parlé de PCI, tu as parlé de PCIP, PCICP, PCIP. Est-ce que tu peux nous dire concrètement déjà qu'est-ce que c'est déjà, que ce soit PCI DSS, PCI PIN, comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi ces standards existent et comment les entreprises peuvent utiliser ces standards-là pour réduire les risques. Et typiquement PCI CP, PCI PIN, PCI DSS, dans quel cas on les utilise et comment on peut les utiliser pour réduire les risques que tu as évoqués tout à l'heure. OK. Pour PCI DSS, PCI DSS, c'est plus focalisé côté infra. C'est ce qu'on appelle, on dit People, Process and Technology. C'est ça un peu PCI DSS. C'est PCI DSS, c'est purement dans ce domaine-là, s'assurer que les données des titulaires des cartes
qui sont traités, stockés, transmis dans l'environnement de l'entreprise sont bien sécurisés, et sont bien traités, sont bien chiffrés. C'est ça, en fait, le PCI DSS. C'est purement, c'est pas seulement, il y a technologie, il y a aussi les personnes impliquées qui vont avoir accès à ces données et aussi tous les acteurs qui vont intervenir pour avoir accès aux données des titulaires des cartes. Et PCI PIN, nous savons tous, quand vous allez retirer de l'argent sur un terminal, vous tapez votre bien sur un poste, on tape les quatre chiffres de notre code PIN. Derrière ça, ça sont des cryptographies qui sont créées pour assurer que ce PIN qu'on tape, ça va être la façon ça va être protégé de bout en bout. Parce que ces terminaux-là doivent s'assurer que ça chiffre nous on tape, c'est en clair, mais derrière ça, c'est chiffré. Jusqu'au serveur qui est derrière, disons, l'entreprise qui est, disons, l'émetteur de cartes, va autoriser la transaction. En fait, c'est ça, PCI PIN, ça touche purement côté la production de cartes, en fait, la production de PIN, côté PIN, en fait. Les PIN qu'on utilise dans nos cartes. Et PCI Card Production, CP, c'est purement la production des cartes. On a nos cartes bleues, Visa, Mastercard. Ces cartes doivent être produites, il y a un standard qu'on doit suivre et ce qui implique, parce qu'il y a un puce dans ces cartes-là, est-ce que le puce est comment, l'incryption qui doit être, les données qui vont être dans ce puce, c'est protégé comment. En fait, tout ce qui touche la production de ces cartes, non seulement la production de cartes qu'on voit, et aussi le PAN, les 16 chiffres qu'on voit, le CVV, les 3 chiffres qu'on voit derrière, tout ça, ça revient côté PCI-CP, Card Production, pour s'assurer que cette production de cartes, c'est bien vraiment sécurisé et bien produit selon le standard PCI Card Production. Et dans le Card Production, il y a des standards à l'intérieur. Il y a des standards qui est côté physique et logique. Physique, c'est-à-dire que là, on va stocker ces cartes disons, après la production. Les cartes doivent être stockées, disons, l'entreprise, banque ou bien d'autres fintech vient récupérer leurs cartes, l'endroit qui ça doit être stocké ou bien l'endroit où ces cartes sont produites. Et logique, c'est purement la sécurité logique, c'est l'infra et aussi les personnes qui sont impliquées pour la production des cartes. Voilà, en fait, c'est dans les trois différents standards-là. Maintenant, PCI DSS, si on revient sur PCI DSS, PCI DSS s'applique à toutes les organisations qui acceptent, traitent et transmettent les données des titulaires des cartes. C'est-à-dire que si l'entreprise accepte, traite et transmet les données des titulaires des cartes, alors ils sont impactés par le standard PCI DSS. Et il faut passer par le certif PCI DSS pour certifier que vraiment votre environnement est vraiment certifié sur base des standards PCI DSS. Voilà un peu, en fait, en bref, en résumé. D'accord, ok. Merci pour ces précisions, Germain. Je crois que c'était clair. Et tu as beaucoup parlé de données sensibles et les données personnelles. Je pense que le niveau de ma carte bancaire, c'est sûr, elle est sensible. Déjà pour moi, même, on n'a pas forcément besoin de me le dire. Et comment les entreprises peuvent protéger ces données-là? Parce que tu as parlé de chiffrement. Comment est-ce qu'elles peuvent protéger concrètement ces données-là? Ces données, ces données doivent être protégées. Les entreprises doivent savoir, OK, il y a pas mal de technologies ici pour s'assurer que ces données, que ce soit le PAN ou bien le CVV, comment doivent être protégées dans leur environnement. Parce que si, par exemple, tu veux stocker ces données, il y a quel genre de chiffrement que vous allez être utilisé dans votre système, ou bien dans votre base de données, ou bien lors de la transmission. Disons, prenons l'exemple d'un paiement en ligne. Et lors de la transmission, est-ce que ces données-là sont chiffrées, protégées de quelle manière? On prend juste un exemple de chiffrement en ligne que nous tous on connaît, les HTTPS, les certificats. Ça, au moins s'assurer au moins du niveau de la transmission, les données sont transmises d'une manière chiffrée, protégée lors de la transmission.
En fait, c'est ça, certains points de l'ordre, s'assurer au moins. Et dès que ça arrive côté base de données, ça arrive, c'est stocké, ça doit être traité quelque part. Dans le base de données, c'est protégé de quelle manière, quel type de chiffrement utiliser. Il y a pas mal de technologies à utiliser, des chiffrements d'encryption à utiliser côté base de données qui respectent les standards, que ce soit PCI DSS ou PCI DSS. D'accord, ok. Mm. Euh, on va peut-être revenir, bon, imaginons que l'entreprise a peut-être fait son travail hein, à chiffrer comme tu l'as demandé, comme c'est exigé par le standard PCI DSS. En ce qui concerne le consommateur, donc comment est-ce qu'il peut reconnaître et éviter typiquement les escroqueries en ligne et comment est-ce qu'il va protéger cette information personnelle lors des paiements en ligne? En fait, pour le consommateur, il faut seulement savoir que tous les sites ne sont pas authentiques parce qu'il faut toujours vérifier. Par exemple, quand on va toujours vérifier les noms du site, ce qu'on appelle les domain names du site. Il faut vérifier si si par exemple, on prend l'exemple d'Amazon, après tu vas voir que c'est Amazon, l'autre ils ont copié les sites, au lieu de mettre Amazon, à la fin ils ont ajouté une autre lettre comme B ou C. Là, il faut être plus vigilant. En fait, côté consommateur, ce n'est pas quand on va sur un site des paiements, il faut être vraiment c'est un site qui est authentique. Et aussi, il ne faut pas cliquer aussi sur n'importe quel lien qu'on reçoit, que ce soit par SMS, que ce soit par mail. Il faut s'assurer, il faut avant avoir cet esprit-là de ne pas directement cliquer sur n'importe quoi qui vous demande d'aller payer, faire un paiement en ligne. Parce que derrière ça, si vous faites ça, directement, c'est vous allez être impacté par un fraude derrière. Et tout, en fait, c'est toujours vérifier que les sites qu'on visite, il y a aussi ce qu'on appelle les certificats. Ok, c'est pas tous les consommateurs qui vont cet esprit d'aller vérifier est-ce que le certificat de ces sites c'est comment, mais aussi avoir cet esprit-là. Est-ce que ces sites c'est un site qui est vraiment sécurité, c'est un certificat. Je peux voir que il y a un clé sur le site web qu'on voit. Est-ce que c'est un certificat qui est authentique ou pas. C'est un truc c'est un peu technique, mais c'est une bonne manière aussi de vérifier, de s'assurer qu'il est vraiment côté consommateur, les données qu'on va partager sur ce site-là, c'est vraiment protégé. Ouais, après, moi, je vais pas te mentir, quand je fais un achat sur un site, après, peut-être ça va dépendre du montant, mais aller regarder le certificat, effectivement, est-ce que, je sais pas pour toi, mais si je dois payer peut-être 5 ou 10 euros, je pense que effectivement, j'aurais tendance à regarder si, parce que j'ai cette appétence et parce que j'ai ce réflexe de regarder si c'est bien Amazon.com ou Amazon.fr ou je sais pas, ou laftac.com. Mais euh, typiquement, on demande à ce qu'on puisse avoir des mots de passe forts, sécurisés. Et comment est-ce qu'on les crée? Comment est-ce qu'on gère ces mots de passe sécurisés? Puisque on a les navigateurs qui nous demandent à ce qu'on sauvegarde les mots de passe. Et surtout, quand on fait un achat en ligne, euh, je prends par exemple toute plateforme, hein, je peux citer Amazon ou n'importe quelle plateforme, euh, on demande à ce que le mot de passe soit enregistré pour les futurs paiements. Ou, pardon, pas le mot de passe, mais le PIN, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que c'est une bonne approche ou est-ce qu'il ne faut pas le sauvegarder sur le site de Amazon? Et Vraiment, comment est-ce que eux ils le traitent derrière? Qu'est-ce qu'ils font derrière de ce code pour que je puisse ne pas avoir à le renseigner la prochaine fois? en fait, derrière, il faut savoir que il y a deux facteurs là-dedans. Premièrement, faut jamais, il y a même, je crois, s'il y a des sites pareils, c'est même pas autorisé par le standard PCI-DSS de stocker le CVV, les trois chiffres derrière dans le paiement en ligne sur un site, que ce soit Amazon, que ce soit eBay, n'importe qui. C'est carrément interdit, c'est pas autorisé parce que si par exemple le site, d'abord votre panne est déjà là, les noms, la validité, ils sont là. Et aussi, en fait, ils vont avoir tous les accès, tous les infos, tous les infos pour accéder à votre compte. En fait, c'est même pas autorisé pour stocker un CVV sur un site. Et au contraire, derrière, il y a, prenons l'exemple d'Amazon, il y a ceux qui font ce qu'on appelle les tokenisations. Et ils font ce qu'il faut derrière quand il y a votre panne. Ils font ce qui génère un token et que ce token qui est lié
à votre ce qu'on appelle request ID ou bien purchase ID, ça dépend de l'API qui est derrière. Et là, ils vont directement, et ensuite, c'est Amadou qui a fait cet achat, tel, et c'est le PAN qui est là est directement converti à un token. Et ils ne vont pas aller stocker en fait derrière, et ils ne vont pas Amazon, que ça d'autres, ils ne vont pas stocker. Ils ne vont pas stocker le PAN réel, en fait, ils ont stocké juste les tokens. Et il se peut qu'il va y avoir, des fois sur notre site, on voit qu'ils on masque certains, sur les 16 caractères, on fait un masque de certains chiffres au milieu. Là, c'est juste pour comprendre que c'est masqué et il n'y a pas vraiment une connexion directe. Maintenant, côté authentification, et dans le site, dans un site, il faut toujours, quand il y a une authentification, il faut toujours avoir, que ce soit à côté de l'appli de banque de ton banque, il faut toujours avoir l'idée d'un double facteur d'authentification. Par exemple, je vais sur un site, si j'autorise 5 euros, 10 euros, mais derrière ça, je dois prouver. Il ne faut pas accepter que ça va directement sur votre compte et aller retirer de l'argent sans que vous autorisez à avoir une deuxième authentification de votre côté. Pour les sites, c'est normal avoir un compte sur un site ou Amazon, avoir un password qui est un password qui est complexe et tout, sécuriser tout ça. Mais ajouter maintenant un facteur de double authentification, c'est quelque chose qui est vraiment obligatoire, que ce soit non seulement côté pour les entreprises et aussi pour nous aussi les consommateurs. C'est une bonne manière de s'assurer que non, quelqu'un peut aller avoir accès sur votre compte Amazon et aller acheter quelque chose acheter quelque chose de 5 ou 10 euros. Et là, il va directement aller et passer dans votre compte et ce qu'on appelle débiter, retirer l'argent dans votre compte sans votre autorisation. Mais quand il y a une double authentification, ça vient c'est que sur votre application, une app que vous avez sur votre téléphone, vous autorisez. Vous savez, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas l'idée de ça, vous refusez. C'est ça, en fait, c'est le type d'authentification des bonnes manières à avoir. D'accord. Typiquement, en cas de fraude, par exemple, comment est-ce que le consommateur doit réagir? Est-ce qu'il doit se retourner peut-être vers la police, vers la banque, vers PCSSC? Vers qui est-ce qu'il doit se retenir? Qu'est-ce qu'il doit faire en cas de fraude en cas de fraude ou vol de données lié au paiement en ligne? En fait, en cas de fraude liée à un paiement en ligne, la première chose, c'est savoir si c'est votre banque. Votre banque, parce que c'est eux qui ont accès à votre compte, c'est leur dire que telle fraude a été réalisée sur ta carte et dire à votre banque de bloquer votre compte, votre carte plutôt, jusqu'à vous devez renouveler notre carte. En fait, c'est ça. La première chose à faire, c'est notifier votre banque et la deuxième chose, aller sur les sites, le site si c'est Amazon, si c'est eBay, disons, aller changer les mots de passe qui se trouvent dans le site, mettre notre mot de passe et n'est pas vraiment, c'est bien d'avoir un mot de passe qui n'est pas sauvegardé directement sur le site, avoir ça au moins quelque part, ou bien savoir comment vous allez protéger ces mots de passe, mais pour moi, personnellement, j'aime pas stocker mes mots de passe sur des sites web, disons, sur Amazon ou bien sur Google, stocker mes mots de passe. Ouais. D'accord, ok. Bah, merci, Germain, pour ces réponses. À part ça, il y a disons par là, le cas pour les entreprises, et ils doivent contacter c'est directement la police ou bien Visa et Mastercard. Ça, pour eux, s'il y a une fraude côté entreprise, côté consommateur, nous, c'est notre banque. Et côté entreprise, c'est Visa et aussi la police, en fait. Et c'est obligatoire d'informer directement Visa, Mastercard et GSP au cas d'un fraude ou bien au cas d'un fraude sur Internet ou bien d'une attaque sur leur environnement, leur infra de paiement en ligne. D'accord. Merci, Germain, pour ces précisions. Je rappelle que ce sont des sessions de 30 minutes. Je pense qu'on risquera de dépasser légèrement le temps, mais
Vous pouvez dès à présent prendre la parole. Vous avez juste à lever la main pour prendre la parole, poser une question ou compléter ce qui a été dit par Germain. Donc, je vais te poser ma dernière question et voir si on a des personnes qui souhaitent prendre la parole. Vous avez juste à lever la main pour poser vos questions. Peut-être ma dernière question, c'est de savoir, aujourd'hui, je pense que tu as parlé beaucoup de sensibilisation, de collaboration aussi entre les entreprises et les consommateurs. Comment est-ce que cette collaboration entre les entreprises, les consommateurs et surtout les autorités de surveillance, de contrôle, hein, peut renforcer la sécurité des paiements en ligne? En fait, la collaboration va plus renforcer la détection des menaces et aussi améliorer la réponse au cas, au cas où il y a des incidents, que ce soit en fait, de tous les côtés. En fait, c'est ça, avoir que ce soit côté collaborateur, côté entreprise et tout. Et aussi que ce soit de police, tout ça. En fait, cette collaboration, en fait, ça verra plus la façon qu'on va, le temps que ça va prendre pour réagir, en fait. Si par exemple, vous êtes impacté par faisons cas d'une entreprise et que l'entreprise a été victime d'une attaque de leur infra, de leur site de e-commerce et que les données des cartes sont impactées et qui gardent les infos et ça, c'est pas bien. En fait, c'est même pas recommandé. Il faut immédiatement avoir cette collaboration, que ce soit les clients, les consommateurs, eux aussi avoir les autorités pour savoir réduire le risque au niveau que ça peut être acceptable, en fait, pour ne pas continuer à avoir cet impact. Parce que l'impact, ça sera peut-être plus sévère, en fait, si vous gardez l'info à vous seul. D'accord, d'accord. Bah écoute, merci Germain pour ces réponses. Je crois que c'était clair. Je sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions il y a des personnes qui se souhaitent poser des questions. Vous avez à juste lever la main. Sinon, moi, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une question par message. Je sais pas pourquoi il peut prendre la parole. Tu as parlé de panne de CVV. En fait, c'est quoi exactement? Comme ça, Le PAN, c'est vrai, on a sur nos cartes bleues, il y a des chiffres, il y a les 16 chiffres qu'on a, c'est ça en fait, les PAN. C'est comme votre numéro de compte. Euh, c'est ça en fait, c'est ça le PAN. C'est ça notre PAN. Les CVV, c'est derrière nos cartes, il y a trois chiffres. Il y a trois chiffres. Dans ces trois chiffres-là, c'est ça qui définit notre CVV. Card Verification Number, en fait, ou bien card Verification Value. En fait, ça dépend de ce que ce soit Visa, Mastercard. Il y a leurs propres termes qui définissent ça. En fait, c'est ça notre CVV, les trois qui sont derrière, et aussi le 16 chiffres qu'on a devant notre carte bleue. d'accord, ok. Peut-être aussi, j'ai encore reçu une autre question par message. Vous avez à juste lever la main. Vous avez un bouton juste en bas, lever la main pour poser la question. N'hésitez pas. Pour ceux qui veulent poser des questions ou prendre la parole. Sinon, c'est comment est-ce que le monde des paiements en ligne va s'adapter? Attends, je crois qu'il y a Sylvestre, peut-être qu'il va poser la question directement. Euh, Bonjour Sylvestre. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. 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 J'avais une question pour notre intervenant. J'aimerais savoir, bon, je sais qu'au niveau de l'Europe, on est avancé par rapport à l'Afrique. J'aimerais savoir aujourd'hui, selon son expertise et son expérience, comment on pourrait accompagner aujourd'hui les entreprises en Afrique, en fait, pour, je peux dire, soit les imposer toutes les réglementations qui tournent autour des moyens de paiement en ligne, parce qu'avec la transformation numérique qui est en train de s'accélérer en Afrique, on voit de plus en plus de moyens de paiement en ligne qui se mettent en place, mais derrière, il n'y a pas de transparence sur comment est géré les données des utilisateurs et tout, et ça fait vraiment peur, quoi. Euh, Merci, Sylvestre. En fait, avant moi aussi, j'ai travaillé, c'était en Afrique, c'est là que j'ai travaillé. En fait, le, le, le plus important, en fait, c'est le personne. En fait, c'est beau,
avoir un infra avoir un firewall, un routeur, des solutions, des applications qui est avancé, c'est bon. Mais derrière ça, sont les personnes qui vont manipuler l'environnement, qui vont manipuler, qui vont configurer, qui vont avoir accès à l'application. Ce sont eux, en fait, les premières personnes qu'on appelle le weak link. Les weak link in company sont des personnes, en fait. C'est plus la sensibilisation en interne, ces personnes-là, de comprendre que les données qu'ils sont en train de traiter, les données qui sont stockées dans leur environnement, ce n'est pas leurs données, ce sont les données de leurs clients. Et ça peut avoir un impact colossal pour l'entreprise, que ce soit la réputation sur des pénalités, si ces données sont accédées ou bien il y a une attaque et quelqu'un puisse avoir accès à ces données-là. En fait, c'est plus la sensibilisation. Comparer l'Afrique ici en Europe, pour moi, avec l'expérience, je peux être honnête, c'est les mêmes technos. Le même firewall, on aura en Afrique, c'est les mêmes routeurs qu'on va avoir ici en Europe. Le même switch, c'est les mêmes. Les applications, on les trouve nous tous sur Internet. Mais la façon que cela est fait et configuré, maintenant dépend des personnes qui vont mettre ça en place et avoir accès à ces données-là. Merci pour la réponse. Maintenant, j'ai une autre question qui découle de ton explication. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des moyens, je peux dire, juridiques ou je peux dire, au niveau de nos institutions en local pour pouvoir en fait obliger, comme la CNIL par exemple ici, les entreprises par exemple qui n'avertissent pas les citoyens en cas de violation en fait des données sensibles, par exemple, il y a un moyen aujourd'hui de pouvoir les obliger à le faire, ou soit même des amendes, les imposer des amendes. Un truc. En fait, tout dépend. Chaque pays a à la façon qu'il traite ces genres de cas. Il y a des pays, disons, par exemple, il y a des pays qui sont, ils ont ce qu'on appelle, ils ont centralisé leur système de paiement. Disons, centralisé de quelle manière, je veux dire, ils ont qu'un seul PSP. Et ce PSP qui est connecté à d'autres PSP, à d'autres PSP, l'étranger ou bien avec des banques. Je vais prendre un exemple là où, par exemple, c'est pas un secret, c'est même sur l'entreprise là où j'étais, mon ancienne entreprise, c'était les cas. On était un PSP national, qu'on était connecté avec tous les banques du pays. Il y était plus de 15 banques, 20. Et aussi, il y avait aussi comment on appelle, les fintech aussi. Mais tout ça, ça dépend maintenant. Et derrière ça, il y avait le régulateur qui était là pour nous surveiller. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui arrive et qui en est impacté, il y avait des pénalités, on devait non seulement être à suivre les standards PCI DSS, mais même dans le pays, il y avait un standard qui était là dans le pays qu'on devait vraiment respecter, s'assurer que les données des titulaires des cartes sont vraiment sécurisées au-delà, parce que ce n'est pas seulement pour Visa, et c'est aussi l'impact, que ce soit nationaux, et aussi comprendre que cela c'est pas laisser à tout le monde, ça peut avoir un impact aussi pour les gens qui se trouvent dans le pays. En fait, c'était ça l'idée, c'est ça, chaque pays a sa façon de traiter. Il n'y a pas seulement PCI-DSS, parce que PCI-DSS ne va pas venir aller au-delà des réglementations nationales qui sont là. En fait, PCI-DSS, ça vient juste pour faire un support qui est au-dessus d'un réglementation qui est locaux. D'accord, merci, c'est tout pour moi. Bah, Merci. écoute, merci Sylvestre. Je sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on a dépassé la session de 3 minutes, quoi. Merci encore à toi. Je sais pas s'il y a, qu'il y a Radiato qui veut poser une question. On va prendre peut-être la dernière question, si vous le permettez. Si jamais aussi également c'est bon pour toi. Radiato, oui, on t'écoute. Tu peux activer ton micro et on. Allô? Je sais pas si Radiato nous entend, mais on ne t'entend pas. Tu peux peut-être activer le micro. Ah, elle est partie. On va peut-être attendre 2 secondes si tu relèves la main.
Il faut juste relever la main, en fait. Je sais pas, peut-être s'il y a eu un problème de connexion. Relever la main pour que tu sois rajouté. Je crois qu'on l'a perdu. Bah, écoutez, merci encore à toi, Germain, pour ces échanges. Merci pour ces précisions. Très Merci, heureux merci, je de voudrais t'avoir remercier. reçu. Je pense que le sujet, il est assez vaste. On a même dépassé de 5 minutes. Donc, quitte à le reprogrammer, on le refera. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'était la 30e session. Donc, on est très heureux de vous avoir reçu. On aura une prochaine session samedi prochain. On parlera de cybersécurité liée aux tiers, donc prestataires externes, toujours dans le cadre du mois de la cybersécurité. Si vous avez des thèmes, si vous avez des personnes que vous connaissez, ou si vous-même vous souhaitez intervenir sur un thème donné, c'est vrai qu'on a des programmations déjà faites, mais on saura les programmer autour du numérique. On parle de cybersécurité, on parle de DevOps, on parle de Java, on parle de franchement tout ce qui est lié au numérique. Et merci encore à Sylvestre d'avoir posé sa question. Merci à Germain. Et puis, bon week-end à tous. Portez-vous bien à toutes et à tous. Portez-vous bien et rendez-vous samedi prochain. Merci encore Merci. et portez-vous bien. La session sera disponible sur YouTube comme toutes les sessions précédentes. Donc, vous pouvez la suivre aussi. Je vais la repartager. Merci et excellente journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.